remercier, avant Richard Malka, le personnel de la faculté, de son dévouement pour que cette conférence puisse se tenir, parce qu'ils sont là au-delà de leurs heures de travail afin de permettre de suivre cette conférence. Évidemment, Richard Malka, qui a, dans un emploi du temps très chargé, vient vous parler et vient débattre avec vous. Et tout de suite, eh bien, je donne la parole aux autres co-organisateurs pour qu'ils puissent se présenter, car il s'agit d'une manifestation co-organisée. Monsieur Denis, je vous en prie. Bonjour, je vais présenter un des co-organisateurs qui est Vigilance Université, le groupe de Lille de Vigilance Université. Alors, Vigilance Université, c'est un collectif qui regroupe près de 300 universitaires et chercheurs d'une soixantaine d'universités, essentiellement françaises, mais aussi d'autres pays comme la Belgique, la Tunisie ou la Suède. Le groupe lillois de ce collectif, qui rassemble une quarantaine de membres, est heureux donc de co-organiser cette soirée. Alors, les buts de Vigilance Université sont de lutter dans l'enseignement supérieur et la recherche contre toute forme de racisme et d'antisémitisme, et de défendre la laïcité perçue comme la condition qui fait de tous les Français des citoyens par entière, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau, leur croyance ou absence de croyance. Sa création remonte à mars 2016, suite à une série d'actes racistes ou antisémites. Vigilance Université s'oppose aux formes classiques de ces actes, c'est-à-dire s'inspirant des représentations traditionnelles du juif et de l'étranger qu'on trouve à l'extrême droite, mais aussi de lutter contre les nouvelles formes, à savoir la nouvelle antisémitisme qui se cache derrière certaines formes d'antisionisme, comme les graffitis associant Israël à l'Allemagne nazie, qui ont dégradé plusieurs locaux d'une association d'étudiants juifs. À savoir aussi un nouveau racisme qui se cache sous certaines théories racialistes récentes qui tendent à ramener chaque individu à son identité raciale. Même si ces théories affirment que la race renvoie à une construction socio-culturelle, c'est bien pour ces théories racialistes la couleur de peau qui est définie a priori, qui définit a priori les individus et les groupes sociaux et qui détermine leur comportement. Ce collectif, Vigilance Université, défend de même la laïcité contre toutes les attaques anciennes qui viennent par exemple d'intégristes catholiques, mais aussi nouvelles qui viennent de militants intégristes islamiques et d'organisations qui soutiennent ces derniers ou professent une forme ou une autre de racialisme. Par ailleurs, en octobre 2020, Vigilance Université a aidé, suite à l'assassinat de Samuel Paty, à la création d'un autre collectif, Vigilance Collège-Lycée, qui regroupe des enseignants du secondaire ayant les mêmes objectifs. Puisque nous recevons ce soir Richard Malka, je rappelle que Vigilance Université a dès le début de l'affaire Mila soutenu cette jeune fille, notamment en s'exprimant par des tribunes dans la presse. Nous sommes donc très heureux d'accueillir son avocat dans les actions et les discours, notamment celui tenu lorsqu'il a reçu le prix de la laïcité en novembre dernier, sont en accord avec ce que nous défendons. Merci. Je passe la parole à la représentante de Graal. Madame Mante, je vous en prie. Merci. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, je vais vous présenter le Graal, l'autre co-organisateur de cette soirée, avec un seul A, en laïcité obligeante. Donc, le Graal, il a été créé en 2009, déjà, avec deux objectifs. Le premier, proposer une réflexion à propos du principe de laïcité, trop souvent mal compris, confondu par exemple avec la tolérance, ou encore avec l'œcuménisme, ou bien vu comme une simple valeur, alors qu'il s'agit bien d'un principe constitutionnel de séparation des églises et de l'État, permettant à tout citoyen d'avoir une religion, de ne pas en avoir, d'en changer, sans qu'aucune prescription religieuse soit jamais supérieure à la loi voulue par le peuple. Je résume beaucoup trop, évidemment. Cet objectif nous amène notamment à organiser des conférences telles celle de ce soir, qui s'inscrit dans un cycle qui démarre actuellement et qui aura pour intitulé « Liberté religieuse et liberté d'expression ». Second objectif, veiller à la défense et à la promotion de la laïcité sur nos campus, notamment en dialoguant avec les autorités universitaires, comme par exemple lorsque nous avons apporté une modeste contribution à l'écriture d'un nouveau règlement intérieur pour notre université. Alors, le Graal a eu des appellations diverses, mais sans jamais changer, bien entendu, ces deux objectifs. En 2009, il a d'abord pris le nom de Commission laïcité de la section SNESUP Lille 1, créée au sein de la section SNESUP de ce qui était alors l'université Lille 1. Donc.
Il est par conséquent devenu la commission laïcité de la section SNESUP ex-1001. Ça devient très compliqué, je vous l'accorde. Quand les 3 universités lilloises ont fusionné au 1er janvier 2018, alors que les 3 sections syndicales qui s'y trouvaient alors sont restées distinctes, elles. D'où l'expression section SNESUP ex-1001. Et c'est tout récemment, en février 2022, que notre groupe s'est émancipé de la section ex-Lille 1 du SNESUP en se renommant GRAL, alors GRAL pour Groupe de réflexion d'adhérents du SNESUP sur la laïcité. Cette décision, outre qu'elle nous permet potentiellement d'accueillir des camarades appartenant à d'autres sections, a aussi eu un objectif immédiat, la possibilité d'organiser la conférence qui nous réunit ce soir autour de Maître Malka, que les dirigeants de cette section locale du SNESUP, il faut bien le dire, ne souhaitaient pas voir se tenir, en tout cas sous cette forme. Et il est vrai que la tenue de cet événement n'allait pas de soi. D'abord parce que l'emploi du temps de Maître Malka est, vous l'imaginez bien, fort contraint. Lorsqu'il a répondu positivement à l'invitation du DRAL, nous étions donc particulièrement heureux. Mais pas au bout de nos peines. Il y a eu évidemment plein de vicissitudes, comme sans doute dans toute organisation de ce genre, mais un événement heureux quand même, puisqu'il s'est avéré ensuite que l'Institut d'études judiciaires avait eu la même initiative que nous. Et nous devons à l'excellente idée du professeur de Carbonnière, son directeur, qui nous a alors proposé de faire cause commune, ce sont ses termes, je m'en souviens, de vous retrouver ici ce soir. Nous tenons d'ailleurs à le remercier vivement pour la coopération sincère et efficace qui s'est très vite installée entre nous pour l'organisation de cette soirée. Nous voulons également remercier sincèrement la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales pour son soutien institutionnel et logistique, et notamment pour le vaste et très bel amphithéâtre dans lequel elle nous accueille ce soir. Mais il est temps de laisser la place à Richard Malka, que nous sommes très très fiers de recevoir, que nous remercions 1000 fois d'être là ce soir et que nous avons tous hâte d'écouter. Aussi, je vais tout de suite repasser la parole au professeur de Carbonnière qui va se charger d'introduire le propos de notre conférencier ce soir. Merci beaucoup. Merci. Comme l'a dit Madame Manque, nous avons eu finalement, de manière sur des rails parallèles, 2 événements qui se télescopaient. L'idée de faire venir Richard Malka. Pour l'IEJ, il s'agissait de faire partager l'expérience d'un avocat, et d'un avocat célèbre, d'un très bon avocat, sur les questions de liberté fondamentale qui sont bien sûr à l'examen de l'école d'avocat, pour entrer à l'école d'avocat, et de la magistrature. Et pour préparer les libertés fondamentales, quelle question plus importante que celle de la liberté d'expression qui est au cœur de tous, et c'était la démarche de l'IEJ dans cette troïka finalement qui s'est mise en place, et Maître Malka a accepté finalement de venir, et nous le remercions chaleureusement. Je voudrais juste dans quelques propos liminaires replacer un peu les enjeux de cette question. Nous avons avec la liberté d'expression une longue histoire, une histoire chaotique, parfois douloureuse en Occident, et qui s'est focalisée pendant longtemps sur la liberté religieuse et sur l'expression finalement des opinions religieuses. Et on a eu en Occident petit à petit une sécularisation, sur les termes de Buckenford, de l'État. Et cette sécularisation a abouti avec les Lumières à l'idée finalement qu'en matière religieuse, c'est Dieu lui-même qui peut foudroyer, qui doit foudroyer celui qui l'offensera, et ce n'est pas la justice humaine. Ce qui fait qu'en France, les délits religieux, blasphème, sacrilège, disparaissent à la Révolution française, refont un retour assez éphémère en 1824, avec la loi sur le sacrilège, qui est abrogée dès 1830 et qui a été très peu appliquée. Et on a l'habitude de dire en faculté de droit que finalement la loi sur le sacrilège a fait une seule victime, Julien Sorel. Et qu'on comprend assez mal pourquoi Julien Sorel est condamné à mort pour finalement une tentative de meurtre passionnel, même prémédité, mais il le fait au moment le plus sacré de la messe, au moment de l'élévation. Et simplement par cela, eh bien Stendhal nous indique qu'il a peur de la censure et qu'il nous montre que Julien Sorel, son héros, est victime de cette loi sur le sacrilège, qui est abrogée. Puis le blasphème fait un retour en France inattendu par l'Alsace-Moselle, parce que l'Alsace-Moselle, le délit de blasphème,
est réintroduit par les Allemands, par l'Empire. Et au moment du traité de Versailles, les Alsaciens-Mosellans acceptent de revenir dans le giron, sont très heureux de revenir dans le giron, mais il faut garder les avancées du droit allemand, parmi lesquelles il y a déjà la sécurité sociale, etc. Mais il y a aussi un code pénal spécifique dans lequel il y a le délit de blasphème, qui est resté en vigueur donc en France, dans l'Alsace-Moselle, non pas à cause ou grâce au concordat, selon le point de vue duquel on se place, mais par les hasards de l'histoire juridique. Et on a l'habitude de dire qu'il n'y a jamais eu de poursuite. C'est faux, j'ai vérifié, il y a eu une fois des poursuites et une relapse en correctionnel qui a été confirmée par la Cour de Colmar. Et ce délit de blasphème a été définitivement supprimé simplement en 2017. C'est donc une longue histoire en France. Mais c'est aussi l'histoire que, depuis la Déclaration des droits de l'homme, nul ne peut être inquiété pour ses convictions, même religieuses. Le problème du XIXe siècle a été, eh bien, faut-il reconnaître des droits à l'athéisme, finalement, à exprimer son athéisme. Et le problème, pourrait-on dire, qui va arriver, c'est que l'athéisme s'exprime en critiquant Dieu. Ce qui est finalement, pourrait-on dire, la plus belle reconnaissance, car si on attaque Dieu, ça veut dire qu'on lui reconnaît une importance et qu'il existe. Donc l'ambiguïté de l'athéisme, mais qui a fait qu'au XIXe siècle, eh bien, dans de nombreux pays européens, un athée ne peut pas prêter serment en justice, ne peut pas témoigner sous serment, car s'il ne croit pas, comment son témoignage peut-il être accepté? Et en Angleterre, ce n'est qu'en 1898 qu'un député athée a été admis à siéger à la Chambre des communes, car il ne pouvait pas prêter serment au souverain. L'atteinte à la religion est aussi difficile à appréhender par le droit, car que va-t-on appréhender? Nous allons respecter le croyant. Mais le croyant doit être respecté dans son exercice du culte, dans son dogme. Mais les croyants doivent-ils respecter les dogmes des autres croyants? Comment organiser cela? Sachant que la profanation, quelle qu'elle soit, est une notion religieuse. Donc le droit laïque peut-il appréhender la profanation? Sachant que la logique de la profanation religieuse est la logique de l'État, dans les délits qu'il va réprimer, puisque je vous rappelle que simplement en France, si vous regardez les textes, il y a plus de 400 textes qui gênent, qui limitent la liberté d'expression dans les différents domaines. C'est beaucoup. Parce que la profanation n'implique pas l'intention même de profaner, alors que pour nous, il nous faut un animus en droit. Mais la profanation n'implique pas cela. J'ai coutume de dire aux étudiants, pour vous montrer que ce sont deux logiques différentes, et c'est la difficulté de ces deux logiques, qu'on en a, eh bien, comme toujours, dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous le raconte. On sort l'Arche d'Alliance, l'élément le plus sacré du judaïsme, et lors d'une procession, eh bien, un grand prêtre fait un faux pas portant l'Alliance, et l'arche peut tomber par terre, Un des grands prêtres se précipite et la retient pour éviter qu'elle se fracasse par terre. Immédiatement, Dieu foudroie le grand prêtre. Vous allez me dire, il a sauvé l'Alliance, il a sauvé l'arche. C'est ce qu'il fallait, c'est l'objet le plus sacré. Mais simplement en le touchant, il le profane, il le souille, même en voulant le sauver. C'est ce que Dieu manifeste. Et c'est ainsi qu'il y avait, qui est un Dieu très particulier, manifeste ce qu'est la profanation. La profanation, c'est tout simplement de faire entrer dans le profane un objet sacré. Cela n'a rien à voir avec la volonté de celui qui le fait. Et c'est pour cela que nous avons des télescopages entre la notion religieuse et la notion laïque, de quelque côté que l'on se place, parce que ce ne sont pas des éléments qui sont, pourrait-on dire, qui résonnent avec la même logique. Je ne dirais jamais que l'un ou l'autre sont illogiques, je dis qu'ils ont une logique différente. Donc je voulais placer ces quelques éléments rapides. J'ai vu que Maître Malkan ne sautait pas sur son siège en m'écoutant, donc je n'ai pas dû dire trop de bêtises, pour le laisser tout de suite se présenter, introduire le débat, et ensuite, c'est un format très particulier qu'il a choisi, puisque d'habitude, dans nos conférences et à l'IEJ, nous avons plutôt l'habitude d'un peu d'une conférence ex cathedra, et ensuite d'avoir des questions. Et Maître Malkan a souhaité que ce soit un débat tout au long de la conférence. Donc je pense qu'après son propos liminaire, vous pourrez l'interroger. Il y a toute une pile de munitions de micro pour vous. Maître Malkan, je vous en prie, encore une fois, avec les remerciements de tous les organisateurs.
Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. En vous écoutant, Madame, décrire les difficultés d'organisation de cette conférence, j'ai fini de me convaincre que ma principale spécialité était de créer des problèmes à tout le monde. C'est comme ça. En fait, j'adore ça. Non, je suis vraiment ravi d'être ici, de revenir dans une faculté de droit. C'est là d'où je viens. Je ne sais pas très bien ce qui m'a fait épouser cette cause de la liberté d'expression, de la laïcité. C'est probablement les hasards de la vie. C'est aussi que cela devait faire écho d'une manière ou d'une autre à mon histoire, puisque je suis moi-même un enfant d'ailleurs. Mes parents venaient du Maroc, ils n'avaient pas les codes de ce pays, ils n'en avaient pas la religion, c'était un milieu assez très modeste. Et je pense que je me sens redevable, d'une certaine manière, aux principes républicains qui font que, même si les discriminations, le racisme, ça existe, et je ne sais pas dans quel pays du monde ça n'existe pas, il n'y en a pas, je peux vous le dire. Et je peux même vous dire que nous sommes probablement dans la zone géographique du monde en Occident où ces discriminations sont les moins présentes. Parce que si vous allez voyager en Asie, au Moyen-Orient ou même en Afrique, vous allez voir que là, on est à un niveau de discrimination, d'homophobie, de sexisme, qui n'a rien à voir avec le nôtre. Mais au moins ici, nous sommes égaux en droit. Et ça change tout, parce que ça permet tous les parcours et ça rend absolument tout possible. Alors à partir de là, il faut se battre contre les discriminations, mais on a des outils, on a des armes, on a le droit. Après, c'est les hasards de la vie qui ont fait que je suis devenu l'avocat de Charlie Hebdo très tôt, à 23 ans. J'ai grandi avec ce journal-là et ça m'a sensibilisé évidemment à ces combats qui sont devenus de plus en plus d'actualité. Alors pour faire écho à ce que vous disiez, j'étais très intéressé par le fait de positionner ces débats à partir des grands textes sacrés. Toutes les religions, en tout cas les trois grandes religions monothéistes, n'ont pas vu d'un très bon œil la liberté d'expression, dont on voit aujourd'hui à quel point c'est la mère de toutes les libertés. C'est ce que la CEDH nous dit être le pilier absolu des sociétés démocratiques. C'est le seul droit qui est déclaré comme étant un des plus précieux de l'homme dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, cette magnifique formule de Mirabeau. C'est le seul dont on dit qu'il est le plus précieux, parce qu'en fait tous les autres en découlent. Et vous envoyez l'illustration très actuelle aujourd'hui en Russie. Poutine a été élu 4 fois, avec des scores énormes, qui approchaient les 70%. Il n'avait même pas besoin de bourrer les urnes. Les élections n'ont pas été truquées. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Et quand il n'y a pas de liberté d'expression dans un pays, alors très vite, il n'y a plus de liberté de manifestation, et puis très vite, on n'a même plus besoin de bourrer les urnes, parce qu'on peut faire la propagande que l'on veut, on peut laver les cerveaux, on peut raconter n'importe quoi au peuple, et il n'y a pas de contradiction, et donc on peut manipuler comme l'on veut. C'est l'histoire de tous les pouvoirs. La liberté d'expression a été considérée pendant des siècles, des millénaires, comme l'ennemi du pouvoir, soit temporel, et il l'est encore aujourd'hui dans beaucoup de régimes au monde, soit spirituel. Et on en trouve l'illustration, alors dans la Torah, effectivement, dans l'Ancien Testament, il y a un moment dans la Torah où on parle de blasphème, où la question du blasphème se pose, et où quelqu'un blasphème et les rabbins se réunissent pour savoir quelle doit être la sanction. Et ils considèrent que la sanction, Moïse est présent, que la sanction, ça doit être la mort. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Alors, comment on s'en est sorti après ? Il se trouve que la religion juive étant une religion du commentaire, 1000 ans plus tard, d'autres rabbins se sont réunis et puis se sont dit c'est quand même un petit peu violent comme sanction, la lapidation. Bonjour le petit chien. Donc on va revenir sur cette histoire-là. Et alors,
Ça, c'est le Talmud qui donc interprète la Torah. C'est l'avantage d'être dans une religion du commentaire. Et alors, c'est magnifique parce qu'ils font dire exactement le contraire de ce que dit la Torah. Ils disent, oui, ces rabbins se sont réunis et ont décidé de la lapidation, mais Moïse était présent, Moïse, le porte-parole de Dieu, il n'a pas pris la parole, c'est donc que Dieu désapprouvait. Et vous voyez comment on peut faire dire absolument tout et son contraire à la même religion. Dans le Coran, là aussi, c'est pas si clair que ça. La seule fois où l'on parle de la sanction des critiques, de la critique de la religion, c'est à un moment où en fait, c'est un verset qui vous dit, mais si vous êtes à table avec quelqu'un qui dit du mal du prophète Mahomet ou d'Allah, eh bien, il faut vous lever, partir et ne revenir que lorsqu'il aura fini son discours, ce qui est une forme quand même assez civilisée et urbaine de protestation. Ça, c'est quand il s'agit de moquerie contre la religion. Mais vous avez un autre texte qui dit que si c'est une injure, alors là, c'est la mort. Et dans le christianisme, alors là, c'est toujours plus compliqué avec le christianisme. Là, j'ai beaucoup cherché pour essayer toujours de faire le parallèle et de mettre les trois religions dans le même sac, mais les textes sont quand même un peu différents. Là, vous avez le concept du christianisme, c'est quand même, là, c'est la paix et l'amour, et c'est un texte qui est objectivement beaucoup moins belliqueux et agressif que les deux autres dont je viens de vous parler. Donc vous n'avez pas de condamnation à mort à raison du blasphème. Mais dans les faits, et c'est en fait la seule chose qui importe, je pense qu'aucune religion n'a plus décapité et tué pour blasphème que la religion chrétienne. Et évidemment, vous avez tous en tête le chevalier de la Barre qui a été condamné parce qu'il a refusé d'enlever son chapeau lors d'une procession. Enfin, l'histoire est un peu plus compliquée, mais ça revient à ça, et qu'on a enterré en brûlant les livres de Voltaire, l'encyclopédie, son encyclopédie, son dictionnaire philosophique, pardon. Donc les religions ont toujours eu une relation très compliquée avec la critique d'elle-même. Mais en même temps, dans tous ces textes, vous trouvez aussi des versets, des préceptes, des passages où on vous incite à la liberté de critique, y compris la religion. Alors évidemment, il y a saint Thomas d'Aquin, et puis dans tous ces textes, vous avez de très nombreuses histoires qui vous disent, mais en fait, il faut exercer son esprit critique. D'abord parce que c'est Dieu qui vous a fait ainsi, donc s'il vous a donné votre esprit critique, c'est pour en faire usage, parce que vous avez été fait à l'image de Dieu, si vous êtes croyant, et puis parce que c'est ce qui protège la religion de l'idolâtrie, de ses dérives fanatiques. Et donc il faut exercer son esprit critique, y compris à l'égard de Dieu, y compris à l'égard des religions. C'est ce que Clémenceau dira en 1881 alors là je fais vraiment un grand saut dans le temps, quand on va débattre de la grande loi sur la liberté d'expression qui est toujours la nôtre aujourd'hui, puisque en 1789 c'est la déclaration, et nous sommes le premier pays au monde, et c'est pour ça que c'est si important pour nous, chez nous, nous avons apporté ça au monde. Nous sommes le premier pays au monde, c'est l'œuvre de la Révolution française à avoir posé que la liberté d'expression était un droit fondamental, et le premier pays au monde en 1791 à avoir aboli le délit de blasphème. C'était d'une modernité absolue à l'époque. Et donc, là, nous sommes au stade déclaratif. Alors après, on vous l'a dit, il va y avoir des retours en arrière, et puis la loi va beaucoup changer. Et en 1881, les grandes lois de la Troisième République, qui restent les piliers de notre démocratie, 1881, loi sur la liberté d'expression. Et là, c'est discuté à l'Assemblée nationale, et l'évêque d'Angers dit « Ah ouais, mais quand même, il faut prévoir un délit d'outrage à la religion, parce qu'il faut respecter la religion. » Et Clémenceau lui répond « Dieu est assez grand pour se défendre tout seul, il n'a pas besoin de l'Assemblée nationale pour cela. » Ce sont exactement les mêmes termes qui seront repris 140 ans plus tard par le Moufti de Marseille, au moment des caricatures, de la publication par Charlie Hebdo des caricatures de Mahomet, et il dira, mais un bon croyant, il n'en a rien à faire que des caricatures soient publiées dans un journal. Si sa foi est assez solide, eh bien, il passe son chemin.
Et Dieu est là aussi assez grand pour se défendre tout seul. On dit qu'une croyance qui ne supporte pas la critique, c'est une croyance faible. C'est une croyance qui n'a pas confiance en elle-même. C'est la même chose pour les pouvoirs. Donc en 1880, il y a l'affirmation de cette liberté d'expression et on refuse de faire la distinction on refuse d'accorder un sort particulier aux religions. Ça ne va pas être simple. Cette loi est très liée à la loi de 1905. Il y a 20 ans qui les sépare. C'est évidemment très lié avec le concept même de laïcité. Il ne peut pas y avoir de laïcité si on interdit de critiquer les religions. Et puis, tout ça ne va pas être facile, mais enfin, ça va un peu rentrer dans les mœurs. De plus en plus, les juridictions vont protéger la liberté d'expression. On va croire qu'on a gagné le combat. Bien sûr, l'Église, en particulier catholique, se sentira heurtée à l'occasion de certains films, à l'occasion de certains ouvrages. Il y aura des procès très célèbres dans les années 60 et dans les années 70. La religieuse, évidemment, ce film va provoquer des débats. Mais enfin, plus ou moins, les choses vont rentrer dans l'ordre jusqu'au point où on pourra absolument tout dire et tout caricaturer avec des dessins extrêmement durs sur la religion. D'ailleurs, en 1905, le combat pour la laïcité passe par des caricatures. Il y a de très nombreux journaux de caricatures avec des dessins absolument atroces. Donc vous ne pouvez même pas avoir idée sur les évêques, les prêtres, Jésus et la religion catholique. Ça va être un instrument de combat pour la laïcité et contre la place qu'avait à l'époque la religion dans la société. Et moi j'arrive à ce moment-là, au début des années 90, je défends Charlie Hebdo, un journal très anticlérical, et pendant 10 ans on va être confronté à de nombreuses procédures engagées par l'Église catholique. Et là, honnêtement, il y aura l'unanimité derrière nous. Nous étions les héros de la liberté d'expression, en particulier à gauche, il faut bien le dire, et on gagne tous nos procès. Puis les choses vont changer au début des années 2000. Et là, ça va se passer moins bien, puisque ceux qui nous faisaient des procès au nom de l'Église catholique, c'était essentiellement une association qui s'appelait La Griffe, qui était très liée à l'extrême droite, une association de catholiques intégristes, va arrêter parce que ont tout perdu, et va prendre le relais des mêmes associations, mais cette fois-ci au nom de l'islam. Et là, les choses vont être plus compliquées et le débat, il y aura moins d'unanimité, dirons-nous, derrière nous, et on en arrive à la fameuse histoire des caricatures de Mahomet avec une gêne et un malaise qui va s'exprimer, en particulier à gauche, alors qu'on est dans des mouvements qui se réclamaient de n'avoir ni Dieu ni maître. Mais là, il va y avoir une gêne que nous n'allons pas comprendre, parce que nous faisions la même chose. Et les actions qui étaient engagées étaient sur les mêmes fondements, l'incitation à la haine et à la discrimination à raison de la religion. La limite, la frontière en fait juridique, puisque vous êtes juriste ici, que dit la loi sur ces questions-là? Nous ne sommes pas dans un système américain, où là il y a le premier amendement, et où aux États-Unis les pères fondateurs ont considéré que la liberté d'expression était à ce point essentielle qu'il ne fallait pas faire confiance aux législateurs. Donc dans la Constitution, on interdit aux législateurs de légiférer sur la liberté d'expression. Vous ne pouvez pas avoir de loi de restriction parce que l'idée, c'est que si on a une, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, et puis il finit par y en avoir 400. Et l'idée aussi, et c'est assez intelligent comme idée, l'idée c'est que, en fait, si vous interdisez aux plus extrémistes d'exprimer leur idée nauséabonde de la manière la plus violente qui soit, ils vont lisser leur discours, ils vont l'édulcorer, et donc ce discours va séduire davantage de personnes. Donc autant les laisser exprimer leur discours dans toute leur violence. C'est pour ça qu'aux États-Unis, vous pouvez avoir des défilés de personnes avec des croix gammées ou du Ku Klux Klan, et ça relève de la liberté d'expression. C'est vraiment dans des cas, il y a quand même des limites, les fighting words, mais
c'est dans des cas totalement exceptionnels. En France, on a pris un autre parti qui est de dire, bon, évidemment le principe c'est la liberté, mais il y a un ensemble d'exceptions, et parmi ces exceptions, l'incitation à la haine, à la discrimination, à raison de son appartenance à une religion, et puis ensuite la liste, ça c'était en 72, les lois Pleven, et puis ensuite la liste s'est un peu allongée, donc c'est à raison de son appartenance à une religion, à une ethnie, à un pays, à un genre, à un sexe, ou à raison de son handicap. Vous avez dans la loi de 81 une énumération des cas en question. Donc ça, on n'a pas le droit. Si quelqu'un se lève ici et me traite de, je ne sais pas moi, de sale homosexuel, ou de sale hétérosexuel, ou de sale juif, ou de sale handicapé, ou de sale musulman, évidemment c'est un délit. Être insulté à raison de ce que l'on est. Par contre, c'est la frontière, elle est compliquée à faire passer, alors pas vous parce que vous êtes très intelligent et que vous êtes déjà à l'université, mais dans les collèges c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, la critique des idéologies et des croyances, elle est absolument libre. Vous pouvez dire absolument ce que vous voulez, vous êtes libre d'insulter, d'injurier, de dire ce que vous voulez, de n'importe quel dogme, de n'importe quelle idéologie, de n'importe quelle croyance, que ce soit le communisme, que ce soit le capitalisme, que ce soit l'islam, que ce soit le judaïsme, que ce soit le protestantisme, tout ce que vous voulez. Si quelqu'un dans cette salle, ce que j'ai l'habitude de dire, croit aux fantômes, je vais le respecter lui, mais par contre je ne vais pas respecter sa croyance, et je serai libre d'en dire ce que je veux. Vous êtes tous ici peut-être des blasphémateurs pour 1 milliard de personnes qui considèrent que les vaches sont sacrées. Donc, si vous mangez du bœuf, vous blasphémez. Il y a des centaines de religions dans le monde. Donc s'il fallait respecter les croyances de tout le monde, d'autant qu'il n'y en a pas un dans cette salle qui a la même croyance que celui d'à côté, en fait on ne parle plus de rien. Et on ne peut plus dire quoi que ce soit. Nous n'avons pas d'obligation au respect. Et c'est là qu'arrive le problème. Et après j'en aurais terminé. Effectivement, j'ai pensé que c'était peut-être souhaitable qu'il y ait un dialogue entre nous plutôt que de vous parler pendant 1h30 et puis c'est moins fatigant pour moi. C'est là qu'on en arrive à ce que les religions qui se renouvellent ou les croyances ou les pouvoirs qui se renouvellent toujours ont inventé comme nouveau concept pour éviter la critique, c'est cette idéologie du respect. Il ne faut offenser personne. Donc ça, c'est la nouvelle mode. Il faut respecter ce à quoi tout le monde croit. Ben non, il ne faut pas respecter, d'où le titre de mon livre, Le droit d'emmerder Dieu. Je n'en fais d'ailleurs pas une obligation, notez bien que c'est simplement un droit. Vous pouvez respecter si vous avez envie de respecter, mais si vous n'avez pas envie de respecter, eh bien rien ne vous oblige à respecter. Parce que comment faire pour dire à quelqu'un qui ne croit pas, qui est athée, qu'il faut respecter un Dieu auquel il ne croit pas? Ça n'a strictement, ça n'a pas de sens. On respecte les personnes, on ne respecte pas tous ceux à quoi les gens croient. Et ça, c'est la différence qui est posée par la loi, parce que sinon il n'y a plus de dialogue possible. Sinon, vous ne vivrez plus qu'avec des gens qui pensent exactement pareil que vous. Parce que le débat, l'altérité, c'est d'être confronté à des gens qui pensent différemment. Et puis ça heurte, oui, ça blesse, c'est blessant, ça choque. C'est précisément la définition de la Cour européenne des droits de l'homme. La liberté d'expression, il faut l'accepter en ce qu'elle heurte, qu'elle blesse, qu'elle choque. Et c'est une nécessité. C'est ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, il faut accepter d'être blessé. On n'est pas des petites choses, on discute, on débat, et puis peut-être que ça va vous choquer aujourd'hui, mais qu'il va y avoir une petite graine, et que dans une semaine, dans un mois, dans un an, vous allez vous dire bah tiens, s'il avait raison, et que ça va vous faire évoluer. C'est comme ça qu'on s'enrichit, c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on introduit de la complexité et de la nuance dans le discours. L'autre danger de ne pas permettre ce droit d'offense pour lequel je milite, au-delà de l'absence de complexité, de nuance, le risque de fanatisme, d'idolâtrie que cela emporte, et c'est comme ça que j'ai plaidé, et c'était la ligne directrice de ma plaidoirie, c'est qu'en fait on vous en demandera toujours plus
Parce qu'on peut se dire, bon, les caricatures, après tout, pour rester en paix, pourquoi on n'abandonne pas ça? Et puis c'est ce qu'on s'est dit en 2007, beaucoup de politiques ont dit ça. Il faut pas mettre de l'huile sur le feu, il faut être responsable, il ne faut pas blesser les gens, etc. Mais sauf que ça ne s'arrêtera jamais là. En fait, vous nourrissez le crocodile en espérant être le dernier à être avalé. Il y aura toujours une demande de plus. Après, on vous dira, ah non mais moi, monsieur, vous m'enseignez le darwinisme, c'est bien beau, mais moi ça me choque. C'est pas ma conception. Je suis créationniste. Ça, ce sont les évangélistes aux États-Unis. Vous enseignez la liberté sexuelle, le droit à l'avortement, la contraception, mais moi ça me choque. Je ne veux pas qu'on m'enseigne ça. Vous m'enseignez la Shoah, mais moi ça me choque. Je ne veux pas qu'on m'enseigne ça, vous me blessez. Donc on n'en finit pas. Comment on fait pour vivre ensemble? Comment on fait pour faire quelque chose de commun? Comment on fait pour continuer à être un pays de raison? Parce que c'est ça la laïcité aussi. Comment on fait pour faire que les lois de la République continuent à être supérieures aux lois religieuses? Ce qui est, pour moi, la définition de la laïcité. Enfin, pour moi, c'est la définition. C'est faire en sorte qu'il y ait un commun qui nous réunisse, que ce commun, ce soit les lois républicaines. Parce que sinon, il n'y a pas de vie ensemble possible. Il y a un autre système qui est possible. Ce sont les sociétés communautaristes, qui ne sont donc pas universalistes. Et là encore, c'est une création des Lumières et de notre histoire. Mais, et objectivement et honnêtement, je suis le premier à le reconnaître, ça pose dans ces sociétés-là moins de problèmes identitaires que dans la nôtre. Les Anglais, les Américains ne comprennent rien à notre concept de laïcité et objectivement, ils ne comprennent pas notre trouble identitaire. Chez eux, il y en a moins, mais c'est au prix de quoi? Il y a un prix. Le prix, c'est l'indifférence des uns à l'égard des autres. Ils vivent séparés. Les Mexicains vivent entre eux, les musulmans vivent entre eux, les Noirs vivent entre eux, les Juifs vivent entre eux, les mariages mixtes sont infiniment moins nombreux qu'ici, ils ne se rencontrent pas. À partir de ce moment-là, ils disent mais qu'ils fassent ce qu'ils veulent dans leur communauté, aucun problème. Ça ne me concerne pas s'ils veulent être bigames, s'ils veulent pratiquer l'excision, aucun problème. C'est pas notre modèle. Nous, on veut vivre ensemble. Et pour vivre ensemble, eh ben, on a considéré, c'est le principe de la laïcité, qu'il fallait mettre la religion dans la sphère privée. On peut croire, ne pas croire, croire et puis ne plus croire, et puis changer de religion, et puis faire ce qu'on veut. Ça ne concerne pas la sphère publique dans laquelle la religion est neutralisée et donc dans laquelle la liberté d'expression doit continuer à être totale à l'égard de toutes les croyances, de toutes les idéologies. C'est d'autant plus intéressant que, toujours étudiants, nous vivons dans une laïcité, dans un État dont la Constitution reconnaît l'existence de Dieu. Puisque notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est dans le bloc de constitutionnalité, la personne est choquée par mes propos, n'oubliez pas qu'à la fin du préambule, il est noté que ce texte est pris sous les auspices de l'être suprême. Donc nous avons l'État qui lui-même reconnaît l'existence d'un Dieu, d'un principe créateur, tout en affirmant la liberté pour tous. Est-ce de la schizophrénie de l'État ou est-ce au contraire la grandeur de la liberté française? On peut se poser la question, comment y répondez-vous? Non, mais j'ai pris la parole pour vous laisser le temps de trouver. C'est très intéressant parce qu'en fait, en 1789, on dit en 1789, à la suite d'une longue maturation, de siècles et de siècles de maturation, on se dit on ne veut plus, on veut se débarrasser de la religion. On veut créer un monde sans Dieu. Les gens pensent qu'ils veulent, mais on applique à la science, aux lettres, à l'agriculture, à la marine. On se débarrasse de Dieu et on applique la raison. Sauf que, et ça c'est les encyclopédies, c'est la philosophie des Lumières, et les révolutionnaires seront les enfants de ces encyclopédistes-là. Sauf que à ce moment-là, Robespierre, il comprend très vite que ça va poser un problème. Parce qu'on a besoin de croire à plus grand que soi. On a besoin d'une transcendance. C'est comme ça. Sinon, c'est trop dur. Sinon, on tombe dans l'absurdité. Il y a des gouffres tout autour de nous. On a besoin d'avoir quelque chose de plus grand que soi. Et donc, Robespierre se dit, je vais créer une espèce de religion républicaine avec ce fameux être suprême
dont vous nous avez parlé, en fait, ce n'est rien d'autre qu'une religion laïque à laquelle Kant, d'ailleurs, avait déjà pensé, il avait déjà conceptualisé. On remplace la religion par une espèce d'éthique, de morale, et s'agissant de Robespierre, de principes républicains. On a toujours aujourd'hui besoin de croire à plus grand que soi. Et c'est de ce besoin-là c'est sur ce besoin-là que jouent ceux qui veulent garder leur pouvoir au nom des religions sur leur communauté. Mais est-ce que ce n'est pas, et après je vous laisse la parole, j'ai l'impression que vous ne levez pas encore le doigt, la question aussi de l'information et de la diffusion. On voit bien que les textes sur la censure commencent à la fin du Moyen-Âge avec l'imprimerie, qui permet la diffusion de la pensée. Qu'en Allemagne, c'est au moment où on traduit la Bible en allemand en 1522 qu'on a le premier texte sur la censure. Et finalement, lorsqu'on a un blasphème, une insulte à Dieu, eh bien, quand ce sont des propos à prévoir ou dans un cercle restreint, l'offense est vite oubliée. L'offense offense quelques personnes. Mais par le livre, vous offensez davantage de monde. Et maintenant, avec tous les réseaux d'information, on n'enfonce plus quelques personnes qui peuvent entendre, on enfonce énormément de monde. Et est-ce que pour vous, cela change finalement la donne et cette réception, et pourrait-on dire, ces réactions de l'opinion à chaque fois? Alors ça a tout changé, et c'est ce à quoi on a été confronté à Charlie, parce que quand Charlie concernait 30 000 lecteurs en France, d'un public qui savait ce qu'était Charlie, qui allait en kiosque pour trouver son Charlie, en fait ça ne posait pas de problème. Il y a une espèce de contrat entre le journal et ses lecteurs. Sauf qu'aujourd'hui, quand un dessinateur de Charlie Hebdo fait un dessin, 30 secondes plus tard, il est au Koweït, en Arabie Saoudite et en Iran, par l'effet d'Internet, par l'effet de la mondialisation de l'information. Et ça change tout, effectivement, parce que là, vous avez des personnes qui n'ont pas nos 3 siècles de culture de la caricature derrière eux, qui n'ont pas les mêmes codes qui, pour eux, c'est interdit la représentation du sacré. Et là, ils se le prennent en pleine face. Et effectivement, il y a un choc culturel. C'est aussi un phénomène du choc des civilisations dont certains philosophes ont théorisé. Le dessin de presse est passé par ce biais-là aussi. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas. Effectivement, ça pose un problème. C'est toute l'histoire des caricatures. C'est aussi une des histoires des caricatures de Mahomet. Ce télescopage avec la mondialisation des informations. Et que peut-on faire? On ne va pas adapter nos critères de la liberté d'expression à ceux de la Russie, de l'Arabie Saoudite ou de je ne sais quel pays. C'est pas possible. C'est ce qu'ils voudraient. Et il y a une action internationale forte, y compris à l'ONU, pour que tous les pays du monde soient obligés de respecter les croyances. Et donc, une espèce de rétablissement du délit de blasphème à l'échelle internationale. Ça n'a jamais fonctionné jusqu'ici, mais il y a une action politique très forte de ces pays pour que ce soit le cas. Enfin, ce n'est pas à nous d'abandonner nos libertés sous prétexte qu'à 10 000 km, on n'en a pas. Il y a une question là. Pour rebondir là-dessus, alors pourquoi là, on va voir à l'étranger, choc des cultures, mais pourquoi là, en France, il y en a tant, je ne sais pas combien, il y en a tant qui défendent ce retour en arrière? Parce que c'est passé alors, il y a deux phénomènes. Il y a une gêne. Et ben, vous m'avez invité, donc je vais parler. Si vous m'avez invité, c'est pour que je parle librement. Sinon, pas m'inviter. Il y a une gêne, clairement, parce que c'est l'islam, donc identifié par une partie de la gauche comme remplaçant le prolétariat qui, pour eux, n'existe plus. Donc, c'est les nouveaux défavorisés, les nouveaux damnés de la terre, ce qui pour moi, c'est ça le racisme en fait. C'est de dire, ah ben alors, vous êtes musulman, donc vous, je décide, moi,
bon bourgeois que vous êtes ontologiquement défavorisé et que vous n'avez pas le recul nécessaire pour avoir de l'humour sur votre propre religion. Donc il faut que je vous protège de ce que les autres acceptent, de ce que les autres religions acceptent. Pour moi, c'est ça le racisme. En fait, nous, de notre côté, ça va peut-être vous sembler paradoxal, mais du côté de Charlie Hebdo, c'est une bienveillance. En fait, on traite tout le monde pareil. Il y a eu des sondages, en fait, il y a 80% des dessins sur le christianisme, parce que c'est évidemment ce qui c'était la religion majoritaire, et puis c'est toutes les religions. Mais on ne va pas faire une exception pour l'islam parce que l'on considère que les musulmans n'ont pas assez de recul par rapport à leur foi pour avoir de l'humour par rapport à leur religion. Donc, mais ça, nous, on pense comme ça, puis en plus c'est impossible juridiquement. Comment vous faites pour dire, alors bon, les chrétiens, on peut mettre Jésus avec un préservatif sur une croix, c'est un dessin de libération. Les juifs, pareil, on peut mettre Moïse dans une partouze. Mais par contre, l'islam, on ne touche pas. Comment on fait juridiquement? Ça voudrait dire faire de l'islam une religion particulière, les sortir du pacte républicain, enfin, ce serait le pire de tout. Ça créerait de l'incompréhension, de la frustration, et c'est impossible juridiquement. Donc il y a cette gêne, il y a ce malaise qui a fait que on n'a pas osé être aussi ferme sur nos principes quand il s'agissait de cette religion en particulier. Et puis ensuite, il y a ce nouvel argument dont j'ai fait état, qui est une espèce de bienveillance qui serait obligatoire. Et ça, je l'ai vu dans le procès Mila. Mais je ne sais pas d'où ça vient, en fait. Je sais pas. C'était extraordinaire et fascinant, et en même temps, on ne savait plus quoi dire. Le tribunal et nous, avocats, parce que il y avait 13 gamins qui étaient poursuivis, c'était des bons gamins. Certains étaient à la fac, il n'y avait rien de dangereux, ils étaient complètement insérés, certains étaient musulmans, d'autres catholiques, d'autres athées, ils venaient de partout en France, ils n'avaient jamais posé aucun problème, ils n'avaient pas de casier judiciaire, et puis tout d'un coup ils s'étaient mis à envoyer des messages à Mila pour... alors d'ailleurs c'est étonnant, ça commence tous par les mêmes mots, c'est sale pute. Au lieu de dire bonjour, sale pute. Et donc ça continuait par je vais te découper, je vais te brûler, on va te violer dans une cave, on va te décapiter. Et donc c'était incompréhensible d'avoir ces gosses qui étaient vraiment des bons gosses avec la confrontation de la violence de ces propos. Et donc le président leur demande à chaque fois, mais enfin, pourquoi vous avez dit ça? Et tous, sans exception, disent, ah mais monsieur, elle a dit du mal d'une religion, c'est donc qu'elle est raciste. Si elle est raciste, alors c'est légitime de notre part de protester, de s'indigner et de la menacer. Donc, comment? Ça veut dire qu'il y a une confusion totale sur ce qu'est le racisme. C'est pas ça le racisme. Le racisme, c'est encore une fois, je dis sale juif, sale musulman, sale chrétien. Mais j'ai le droit de dire cette religion est de la merde. C'est pas, là aussi, c'est un cas jurisprudentiel, c'est Houellebecq. Ça, on a le droit. Donc, mais c'est cette distinction-là qu'ils ne font plus du tout. Pour eux, la critique de la religion... En fait, eux ont rétabli dans leur tête le délit de blasphème. Et donc, la peine en tout cas, ils souhaitent la peine de mort à raison du blasphème. Il y a une inversion qui est incroyable. Si vous regardez ça à l'échelle historique, en fait, pendant des siècles et des siècles et des siècles, c'est le pouvoir... encore une fois, temporel ou spirituel, avec comme bras armés la justice et la police, qui restreignait la liberté d'expression, et le peuple, qui ont demandé davantage et qui se battaient pour en avoir davantage. Et puis, une fois qu'on en a eu davantage, eh ben, ça s'est complètement inversé. Parce que jamais dans l'histoire de l'humanité, personne n'a eu autant de liberté d'expression que vous. Il faut quand même en avoir conscience. Aujourd'hui, l'État vous protège. Elle protège votre liberté d'expression. Au travers de sa justice, elle la protège. Toutes les décisions sont systématiquement protectrices dans ces domaines-là, caricature de Mahomet, Houellebecq et bien d'autres, et elle les protège avec sa police. Mais maintenant, c'est le peuple qui demande à avoir moins de liberté d'expression, comme si on était effrayé, qu'on ne le supportait pas, et on invente
des théories du respect, de l'offense, pour limiter la liberté d'expression. Il y a une inversion des choses qui est fascinante et inquiétante. Oui, maître, mais justement, c'est très intéressant ce que vous avez dit sur cet échantillonnage, pourrait-on dire, des prévenus dans l'affaire Mila, au point de vue du sexe, de l'origine, du milieu social et des religions. Est-ce qu'à l'inverse, on ne pourrait pas vous opposer le même argument en vous disant, mais quand vous dites justement le peuple veut moins de liberté, on a toujours dit que finalement une société réprime ce qu'elle trouve insupportable. Est-ce qu'on ne pourrait pas vous répondre que c'est une simple évolution de la société qui finalement veut ce retour au sacré, et que c'est vous qui êtes dans un combat d'arrière-garde de défendre des valeurs dont la société ne veut plus parce qu'elles évoluent? Alors en fait, ce que vous illustrez, une citation de Dostoïevski, selon laquelle il n'y a qu'une chose que l'homme préfère à sa liberté, c'est les... Pardonnez-moi, vous voyez d'où je suis parti pour... Donc oui, votre propos illustre une citation de Dostoïevski qui résume bien ce que vous dites et qui dit il n'y a qu'une chose que l'homme préfère à sa liberté, c'est l'esclavage. Oui, il y a la tentation de l'esclavage. Il y a une tentation de régression. Parce que, encore une fois, la liberté d'expression, c'est pas confortable. Ça blesse, ça heurte, ça oblige à réfléchir. Ça fait sortir du cadre. En fait, qu'est-ce que c'est pour moi la religion? C'est un cadre. C'est un cadre pour notre besoin de transcendance. Alors on met un cadre. Et la liberté d'expression, ça peut faire exploser ce cadre-là. Et ça, on n'aime pas ça. C'est comme si on voulait retourner dans nos grottes, là où tout est bien cadré, où on a des repères, où on n'est pas... La liberté, en fait, c'est très inconfortable. Ça oblige à se remettre en question, ça oblige à se poser des questions, ça oblige à la confrontation. Bon, je ne conteste pas, en fait. En fait, ce mouvement-là existe. Mais pour moi, c'est un mouvement de régression. Vous savez, l'histoire humaine, c'est une dialectique entre les ténèbres et la lumière. Et puis, il y a des phases où l'obscurantisme gagne. C'est ce que vous dites. Je pense effectivement que nous sommes dans une phase de régression. Clairement, il y a une aspiration... il y a effectivement un recul sur ces questions de liberté d'expression. Aux États-Unis, c'est flagrant. Je ne pourrais pas dire ce que je dis ici aux États-Unis. C'est très impossible, dans aucune université. Là, vous serez tous virés. Non, mais ce qui est fou, parce que là, on est dans le pays, alors là, c'est sacré. Pour eux, s'il y a un sacré, c'est la liberté d'expression. On ne publie pas les mémoires de Woody Allen, qui n'a été condamné par personne. Il est publié en France, il n'est plus publié aux États-Unis. Alors, ce n'est pas le droit qui empêche de les publier, c'est la morale, c'est le retour de la morale. Il y a des profs qui se font virer sur une simple accusation. Il n'y a plus de procès, il n'y a plus de contradictoire. Il y a simplement un mot de travers, ou un mot même qu'on n'a pas prononcé mais qu'on n'a pas dit. Et donc, c'est mal de ne pas l'avoir dit. Ou une autocritique qu'on n'a pas faite. On est là dans un mouvement qui commence à être terriblement dénoncé par tous les intellectuels américains. Il y a eu des pétitions célèbres, Salman Rushdie en tête, par les universités américaines. On vit sous le règne de la terreur intellectuelle. Mais ces mouvements existent en France aussi. Là, je suis très heureux que vous soyez là et ça se passe bien. Parfois, ça c'est... pas en ce qui me concerne, mais parfois il y a des gens qui n'ont pas trop pu s'exprimer. Pourquoi on ne laisse pas Sylviane Agacinski parler de GPA? Je suis complètement en désaccord avec elle. Moi, je suis pour la GPA, mais elle a le droit. Et puis peut-être que dans son argumentation, il y a quelque chose qui va enrichir la mienne. Ben, c'est pas sacrilège. En fait, on passe notre temps à réinventer des tabous, des blasphèmes et des sacrilèges. Oui, il y a un mouvement, mais ça c'est vous qui allez décider de l'avenir, en fait. C'est vous qui allez décider parce que, en fait, on est encore, l'immense majorité des gens, quand même, pour la liberté d'expression, pour la laïcité, sauf que ce n'est pas forcément les gens qui parlent le plus fort. Et puis les gens, en général, voilà, ils veulent créer des familles, élever leur famille, que ça marche bien. Tout le monde ne s'intéresse pas forcément à ces questions. Vous êtes juriste. Vous avez la chance de faire des études supérieures. C'est votre responsabilité aussi de faire que
ce mouvement de régression-là ne progresse pas, parce qu'un jour ou l'autre, c'est vos libertés qui disparaîtront. C'est inévitable. Si la liberté d'expression régresse, toutes vos libertés, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient politiques, régresseront aussi à la suite. On avait vu une main se lever par là-bas, et ensuite ici. Allez. Bonsoir. Vous avez évoqué effectivement la question des difficultés de sécularisation de l'islam par rapport à nos propres règles. Je me pose une autre question. Alors moi je suis pas juriste, je suis historien. Et si je pense par exemple à l'interdiction d'Harakiri, l'ancêtre de Charlie Hebdo, il a été parce qu'il y a la fameuse phrase un tragique à Colombey. Voilà, un tragique à Colombey, un mort. Donc c'était très clairement effectivement une offense à la personne du général de Gaulle. Je me demande si aujourd'hui ça serait toujours le même objectif si on ne prendrait pas plutôt l'interdiction à cause des 110 malheureux qui sont morts dans la discothèque et qui ont inspiré cette lutte. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'on n'a pas un autre souci qui est celui qu'au fond la rationalité politique aujourd'hui s'efface devant la dictature de l'émotion. C'est-à-dire que globalement, je le vois en tant qu'enseignant, il ne faut pas choquer. C'est ça. Il ne faut pas s'exprimer sur certains sujets dans des cours, parce que précisément, on risque de choquer les étudiants. Et je me demande si, quelque part, ça ne vient pas aussi, quelque part, lutter contre le discours sur la laïcité qui exige effectivement une confrontation intellectuelle, il va de soi, et que voilà, on ne veut plus parce que effectivement on choque certaines personnes, etc., etc. Alors vous avez complètement raison, c'est bien plus large que les religions. Mais vous voyez d'ailleurs, en fait, le dessin de presse est en train de mourir. Il meurt, le New York Times a exclu le dessin de presse parce que c'était trop de problèmes. Le Monde, l'autre avec ses petits pingouins, Xavier Gors, il a été viré. Ça devient très compliqué. Et à Charlie Hebdo, si vous reprenez les dessins de Charlie dans les années 70, où là on est dans une grande période de libération, le climat est plus dur, hein, mais on est dans le mouvement vers la libération. Et les unes d'aujourd'hui, mais ça n'a rien à voir. On ne pourrait en aucun cas refaire les unes de l'époque aujourd'hui. Alors, en même temps, qu'il y ait une évolution culturelle, c'est normal. Les époques ne sont pas transposables, la culture évolue. Mais là, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'en fait, toutes les unes posent problème. Toujours. À chaque fois, il y a une communauté qui n'est pas contente, quelle qu'elle soit. Il y a eu des procès contre tout le monde. Et en fait, on ne supporte plus ce qu'on appelle l'humour noir. J'ai préfacé un ouvrage qui s'appelle Méchant il y a quelques mois qui était consacré à ce thème-là. On ne se rend pas compte que l'humour noir, ça a une vertu en fait. Mais c'est dur. Mais je vais prendre un des pires cas, c'est Patrick Timsit. Patrick Timsit qui, dans un de ses spectacles, a un sketch vraiment avec des propos qui moi-même me choquent et vraiment durs sur les Mongoliens. Et mais pourquoi c'est utile, ces propos-là? Parce qu'en fait, on a tous au fond de nous, c'est ça qu'on ne veut plus voir, c'est qu'on a tous au fond de nous une petite part de ténèbres, d'obscurité, plein de petites saloperies, y compris à l'égard des handicapés. C'est en nous, c'est comme ça, c'est le cerveau humain, c'est la différence, il faut s'acclimater. Et l'humour noir, ça nous permet de réagir en fait. C'est comme si il y avait un virus, et puis ça provoque des anticorps. Et là, le public, quand il est confronté à ce sketch-là, il fait « Oh !» il pousse un cri d'horreur. Ou quand il voit une caricature de Charlie dure sur des sujets durs, il pousse un cri d'horreur. Et il a une bienveillance de réaction. Il se dit « C'est horrible ». Et puis c'est confronté au tragique. Parfois, c'est aussi ce qui permet de pousser un grand « Ah » et puis ensuite de rire. Parce que le rire, c'est l'un des pacifistes, en fait. Mais effectivement, alors là, il y a un phénomène culturel, clairement sur tous les sujets, et
ça va bien au-delà des religions qui n'acceptent plus ce type d'humour-là. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, parce qu'en fait, on garde nos petites obscurités à l'intérieur de nous, on ne les expulse plus. Et c'est pas parce qu'il n'y a plus de méchants, de grands méchants, ça a une vertu, mais c'est une vertu, dans les contes d'enfants, ça a une vertu, les méchants. Les méchants virtuels sont ceux qui évitent les méchants dans la réalité, en fait. Donc si on ne veut plus les voir dans les dessins, dans les films, dans les livres, parce que c'est pas bien, parce que c'est pas moral, on va en voir de plus en plus dans la vie réelle. Moi, c'est ce que je pense. Merci beaucoup là, pour cet exposé et ce débat. Ce que vous venez de dire à l'instant me fait penser au débat entre Platon et Aristote. Et en réalité, le problème de la censure a été posé dès Athènes. Dès Athènes, nous avons une revendication, l'une des plus importantes, qui est l'iségorie, le droit égal à la parole pour tous, qui est revendiqué. On trouve aussi bien, dont on trouve les traces chez Homère, comme chez les tragiques grecs. Et nous avons un dénommé Platon qui va théoriser la censure, puisque, au nom de sa métaphysique, les dieux homériques qui font les 400 coups doivent être interdits. Il faut interdire les poètes tragiques, les poètes épiques, les comiques bien entendu, les chasser de la cité, et les athées, donc ça c'est la République de Platon, et les athées, il faut les mettre en camp, les enfermer, les emprisonner, les lois de Platon. Quand on lit Augustin d'Hippone, le Saint Augustin, que dit-il de la cité de Dieu? Ce qu'a pensé Platon, nous allons l'appliquer. Les hérétiques, il faut les spolier, les interdire, et voir davantage s'ils continuent. Donc en réalité, ça s'est joué là, ça s'est joué dès Athènes. Quelle position à l'égard de la libre parole? Et bon, sur ces problèmes, j'arrête là, disait Jacqueline de Romilly, pourquoi la Grèce en ligne de poche? Et plus récemment, et tout à fait aussi intéressant, Jean-Marc Narbonne, sur les Lumières à Athènes. Jean-Marc Narbonne. Non mais vous avez raison, mais c'est en écho et en réponse et en réaction à cette pensée-là que la laïcité a été pensée. En fait, vous parliez des hérétiques, mais il faut se rappeler quand même que ce cas a été l'histoire de ce pays et de nombre de pays. La Saint-Barthélemy, c'est 30 000 morts en une nuit. C'est 30 000 morts en une nuit, à une époque où il n'y avait pas autant de monde sur Terre. 3 000 morts uniquement à Paris. Les guerres de religion, c'est des millions de morts. L'Inquisition, les croisades, les guerres de religion. C'est au regard de cette histoire-là qu'un jour, des gens se sont dit, il y en a marre, on va arrêter ça. Et c'est là qu'on a commencé à penser la laïcité. Peut-être quelques questions d'étudiants maintenant. Maître Malka, merci d'être là et surtout merci de mener ces combats. Justement, ma question est simple. Comment mener ces combats? Comment je pourrais peut-être, nous, pourrions mener ces combats sans être catégorisé comme un fasciste, un extrémiste? Parce que malheureusement, oui, c'est la question, malheureusement, c'est ce qui arrive avec différents courants, vous l'avez dit, qui viennent des universités américaines, le courant woke, cancel culture, etc. Comment faire pour mener ces combats? Alors, aujourd'hui, votre question est évidemment d'actualité et pertinente. Ça, je l'ai vécu depuis longtemps. Aujourd'hui, il y a un principe, dès que vous dites quelque chose, que vous faites quelque chose, vous êtes traîné dans la boue sur les réseaux sociaux. Bon, mais c'est comme ça. En fait, quoi qu'on dise, alors de tous les côtés, que vous soyez de l'extrême gauche à l'extrême droite, c'est le même prix pour tout le monde, prend le même prix. Tout le monde se fait traîner dans la boue. Le seul moyen de ne pas accuser d'être
fasciste ou islamophobe ou islamo-gauchiste ou tout ce que vous voulez, c'est de ne rien dire et de ne rien faire. Alors malheureusement, moi j'ai pas connu ça dans ma génération, vous allez vivre avec ça. Quelle est la solution? Peut-être déjà ne pas être sur tous les réseaux sociaux, parce qu'il y en a un qui est une poubelle, les autres un peu moins. Mais bon, voilà. Alors, on vit très bien, hein. Puis alors, quand on ne sait pas ce qu'on dit sur vous, en fait, on s'en fout. Donc ça, c'était un gros avantage de ne pas y être. Et puis, il faut... c'est certain qu'il faut accepter... ça n'existe pas, en fait, quand vous vous engagez dans un combat, quel que soit votre positionnement, il y a des coups. C'est inhérent. Donc oui, on se fait traiter d'islamophobe, de fasciste. Bon, je ne peux pas dire que ça fait pas mal, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal à beaucoup de gens autour de moi. Ça a fait terriblement mal à mon ami Charb qui a écrit un livre pour répondre à cela, et je vous incite à le lire. C'est La lettre aux escrocs de l'islamophobie. C'est son livre posthume qui a été publié quelques jours après sa mort et qui répond à tout ça. Et lui, ça lui a vraiment fait mal, parce qu'il a passé sa vie entière à se battre contre le racisme. Il était de toutes les causes, de tous les combats, de toutes les associations. Il donnait de son temps, de son énergie, et c'était insupportable, simplement parce qu'il combattait l'expression de fanatisme religieux dans la société, que c'était un combattant laïque. Ça lui était insupportable de se faire renvoyer ces adjectifs-là. Mais il n'y a pas de moyen d'y échapper, mais il faut rester droit dans ses bottes, il faut rester sur sa ligne. Et le danger, et ça, je l'ai vu aussi beaucoup autour de moi, c'est qu'à un moment, si vous regardez trop, si vous êtes trop sensible à ce qu'on dit de vous, c'est là, en fait, qu'est le danger, parce que vous allez déraper. Et une fois que vous aurez dérapé, là, tout le monde s'acharnera sur vous. Donc, il faut rester sur sa ligne, avoir le cuir assez épais. Il faut parfois, alors ça c'est un conseil d'Elisabeth de Nanterre, elle me disait, mais en fait, il faut écrire des livres de combat, mais elle écrit un livre de combat, et puis un livre sur le XVIIIe siècle. Et puis ensuite un livre de combat, parce que sinon on devient fou, c'est trop dur, on dérape, et effectivement, on n'y arrive plus. Et c'est aussi ce que j'essaie de faire. Parfois il faut se retirer du combat. C'est pas grave, on vous oubliera pas. C'est pas parce que vous ne faites pas de médias pendant 6 mois qu'on ne pensera plus à vous. Mais il faut pouvoir aussi effectivement se retrouver une sérénité, parce que ces combats-là sont extrêmement durs. Mais encore une fois, vous êtes juriste. C'est aussi, vous avez une responsabilité sociale. Et puis, c'est dur, mais en même temps, ça donne un sens. C'est une transcendance. Et ça n'a pas de prix. Bonsoir, maître. Où placez-vous la frontière entre incitation à la haine et liberté d'expression? La frontière, c'est celle dont je vous parlais. Alors, en théorie, c'est-à-dire si vous parlez à un Américain, lui, il va vous dire que nos lois contre le racisme, les lois contre le négationnisme, et les lois réprimant les incitations à la haine, pour un anglo-saxon, ce sont des lois liberticides. Différentes cultures. Mais eux n'ont pas connu la Seconde Guerre mondiale sur leur sol, n'ont pas connu la Shoah sur leur sol. Donc, nous, on a considéré qu'il y avait un impératif de paix publique. Le droit, c'est effectivement l'expression d'une culture, d'une histoire, à un moment. Donc, nous, on s'est dit, c'est pas possible. On ne peut pas accepter des propos racistes et antisémites après ce qui s'est passé sur ce sol. C'est pas la culture américaine. Donc, oui, ce sont des limites à la liberté d'expression. On ne peut pas le nier, mais ce sont des limites qui ont été estimées culturellement absolument nécessaires pour créer un espace de paix publique. Après, la frontière, c'est ce que je vous disais. On respecte les hommes, mais on n'a pas à respecter leurs croyances. C'est ça la frontière. Alors, parfois, c'est compliqué, c'est ténu. Quand on n'est pas content, on va devant le tribunal, et puis le tribunal tranche. Mais on ne menace pas de mort.
Et encore moins, on prend des armes pour tuer des dessinateurs. Bonsoir, merci déjà pour votre intervention ce soir. Et moi j'aurais une question, je voudrais avoir votre avis concernant notamment les répressions qui peuvent être faites à la liberté d'expression au nom de l'ordre public. Je pense notamment aux décisions Dieudonné. Merci. Pardon, aux décisions Dieudonné. Ah ben là on est en plein, j'en ai connu quelques-unes, on est en plein dans la frontière dont je parlais en fait. Et parfois d'ailleurs il a été relaxé, mais souvent il a été condamné. En fait, si je dis c'est les Juifs qui ont inventé le sida et qui l'ont transmis au monde entier, là j'incite clairement à la haine. Là c'est pas une religion dont je parle, là c'est des êtres humains. Donc voilà, on en revient toujours à la même distinction entre la critique des personnes pour ce qu'elles sont et la critique de ce à quoi elles croient. À la même chose, je peux dire le judaïsme c'est toxique, j'aime pas ça, c'est de la merde, je peux dire ça, et alors voilà, c'est pas très grave. Par contre, si je dis qu'effectivement les Juifs manipulent le monde entier, dirigent le monde et ont introduit le sida, là j'incite clairement à la discrimination et à la haine. La distinction elle est assez simple. Mais si vous dites que c'est le judaïsme qui mène le monde, vous voyez, c'est là où quelque part... Ah mais il y a des cas compliqués. Hein. Le cas là devient extrêmement complexe. Oui, alors surtout que maintenant il ne prononce même plus. Alors il a remplacé juif par sioniste, et puis en fait les juges ne sont pas dupes. Donc maintenant, il ne dit même plus ni juif ni sioniste, maintenant il fait ça. Et puis pour tout le monde, c'est clair. Donc c'est très codifié, c'est très compliqué. Après, est-ce que c'est le bon système au fond? Moi, je suis pas sûr que notre système soit meilleur que le système américain. Je veux dire en termes d'efficacité. Est-ce qu'il est plus efficace? Je pense pas. Mais en fait, je pense encore une fois qu'on n'a pas le choix. C'est le produit d'une culture et d'une histoire. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a moins d'antisémitisme et de racisme en France où il y a toutes ces lois qu'aux États-Unis? Je ne suis pas convaincu. Mais bon, voilà, c'est encore une fois, c'est le produit de notre histoire. En tout cas, pour ce qui est, alors, le judaïsme domine le monde, je pense, ça va dépendre du contexte. Selon le contexte, ça pourra tomber d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est la beauté du droit. Hein. Selon les mots qu'il y aura avant, après, voilà, ça peut. Si ça s'insère dans un discours de critique de la religion, ça passera. Si ça s'insère dans un discours antisémite, ça passera pas. Madame, vous voulez intervenir, mais justement, vous nous montrez là la difficulté. Vous nous montrez bien la difficulté de comment puis-je respecter un homme sans respecter ses croyances. Oui, il y a un cas où, alors là, c'était pas Dieudonné, je ne sais plus qui c'était. Ah, pardon. Il y a un cas, pardon, c'était pas Dieudonné, je ne sais plus si c'était Alain Soral ou d'autres, mais effectivement, il y a eu un cas de jurisprudence où le propos c'était les lobbies juifs ont la main mise sur le Congrès, sur l'administration américaine, et en gros font faire ce qu'ils veulent aux États-Unis. C'est passé. Ça n'a pas été condamné. Alors, ça n'a pas été condamné. Ça, c'est bien que vous me... J'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est tellement délicat, cette question de frontière, qu'à un moment, la Cour de cassation s'est dit « Ouh là là, ça va trop loin, il y a trop d'actions, ça commence à devenir un problème pour la liberté d'expression. » Parce que c'est pareil, de se dire, est-ce que le fait de dire qu'il y a trop d'immigrés, est-ce que c'est raciste, est-ce que c'est pas raciste, on peut aller loin sur, ces questions-là se sont posées. Est-ce que le fait de dire que, alors, trop d'immigrés, ça a été jugé comme relevant de la liberté d'opinion et d'expression, c'est un débat qu'on doit pouvoir avoir. Est-ce que le fait de dire Vichy a sauvé les Juifs, est-ce que c'est du négationnisme? Le tribunal a jugé que non, parce que c'est pas la contestation de la Shoah, c'est une falsification historique. Il dit n'importe quoi, il dit un mensonge, mais c'est pas du négationnisme. Et il y a toujours une tentation, c'est ça le problème, de pousser de plus en plus loin, et
toujours animé de bonnes intentions, mais au bout du compte, c'est un danger pour la liberté d'expression de tous, parce que ce que font les uns, les autres voudront le faire, et ça se réduit comme peau de chagrin. Donc la Cour de cassation est venue dire, il ne suffit plus d'une incitation, il faut une exhortation. C'est-à-dire qu'on est passé au degré de plus. Pour condamner, il faut une exhortation à la discrimination ou à la haine. Avant de repasser la parole à la salle, je crois que nos deux co-organisateurs souhaitent intervenir. Merci. Effectivement, j'aimerais avoir votre analyse sur une idée qui m'est revenue en vous écoutant, mais qui m'habite de plus en plus. Parce que c'est vrai que quand on combat pour la laïcité, ce qui est mon cas d'une façon beaucoup plus modeste, beaucoup moins efficace et beaucoup moins dangereuse que la vôtre, mais il n'empêche, c'est mon cas et depuis de longues années, si bien que je n'ai pu que constater ce que vous avez déploré, c'est-à-dire cette tendance actuelle à rentrer dans les ténèbres. Alors, je noircis le tableau, mais pas tant que ça. On a tous un tas d'exemples en tête et on ne peut tout de même pas dire qu'on soit dans une période particulièrement lumineuse. Et mon sentiment, c'est de plus en plus que finalement, l'une des raisons, et peut-être pas la moindre, c'est un affaiblissement, peut-être pas du droit, mais de la conscience qu'on a du droit. J'ai repensé à ça tout à l'heure quand vous avez parlé de toutes ces mises sous le boisseau qu'on voit notamment aux États-Unis, qui finalement ne sont pas liées à l'état de leurs droits, mais juste à la morale, à ce qu'on pense comme devant être bien et respecté et mis en avant, mais qui ne correspond pas du tout à l'état du droit. Et moi, ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue dans un contexte là différent. C'était pas la laïcité, il se trouve que j'enseigne le droit du travail, mais pas chez vous, pas dans une faculté de droit. J'enseigne le droit du travail dans une autre composante de notre université qui n'est donc pas composée de juristes majoritairement, d'étudiants dont on pense qu'ils doivent avoir des cours de droit mais qui ne sont pas juristes. Et je le dis parce que quand même ça limite un peu la portée de mon propos, heureusement. Je sais bien que vous ne diriez pas ça. Oui, et lorsque je leur exprimais un fait, enfin plutôt non pas un fait, pardon du coup, l'état du droit sur tel point, l'un d'eux m'a répondu, c'était des apprentis, donc ils étaient en alternance, et l'un d'eux m'a répondu, mais madame, là, le droit se trompe. Comment ça, le droit se trompe? Ben oui, le droit se trompe, puisque ce que vous êtes en train de nous expliquer là, ben, ça ne se passe pas comme ça dans mon entreprise. Les bras m'en sont tombés, enfin, ça n'a pas de sens. Mais je pense que cette réflexion maladroite, bien sûr, il n'a pas réfléchi, mais cette expression montre que finalement, dans la population, eh bien, le droit, c'est quelque chose de pas si important que ça, qu'il faut relativiser, et relativiser effectivement par rapport aux faits, par rapport à ce qu'on voit autour de nous, ou par rapport, pourquoi pas, à ce qu'on ressent, à ce qu'on... la morale, etc. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une partie des difficultés actuelles pourrait être aplanie si on revalorisait cette perception du droit dans les cerveaux? Est-ce que je me trompe complètement ou est-ce que ça vous paraîtrait être une piste? En tout cas, je pense qu'il y a, sur ces questions-là, oui, je suis certain qu'il faudrait, qu'il y ait une nécessité aujourd'hui d'enseigner ce qu'est la liberté d'expression, ce qu'est la laïcité, et ce qu'est aussi l'antiracisme, parce que c'est lié en fait tout ça. Comme je vous le disais dans l'histoire Mila, c'est au nom de l'antiracisme que l'on menace de mort. C'est-à-dire que si on se limite à faire de l'antiracisme sans dire « mais attention, il y a une limite », et la limite c'est que on a le droit de critiquer les religions. Et là ça peut entraîner une confusion. Si on n'enseigne pas ce qu'est la liberté d'expression, les bienfaits de la liberté d'expression, on peut tomber dans cette idéologie de l'offense et du respect. Si on n'enseigne pas ce qu'est la laïcité, alors nous ne serons plus laïcs. La difficulté, c'est que, et là c'est le malheureux exemple de Samuel Paty, c'est qu'en fait, on pensait que c'était acquis tout ça, parce que ça l'était.
pendant des décennies, il n'y avait plus de problèmes. Et puis ces problèmes ont commencé à monter. Mais du côté de l'éducation nationale, il n'y avait plus d'outils en fait. On ne savait plus comment enseigner ces matières-là. On s'en était désintéressé, et c'était normal, puisqu'il n'y avait plus vraiment de problème. Et donc on a mis du temps, on a eu beaucoup de retard. Et ce qui se passait, c'est que en fait, chaque professeur, du coup, dans son coin, faisait son petit truc pour essayer de transmettre de la connaissance et ses valeurs, sans lesquelles on ne peut pas faire société, on ne peut pas faire de commun. Et c'est l'honneur des professeurs de vouloir transmettre ces connaissances. Mais la réalité, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, comme il n'y avait pas d'outils normalisés, tout le monde tombait sur le professeur. Les fédérations de parents d'élèves, les proviseurs, toute la hiérarchie, et puis ils se retrouvaient tout seuls. Et devant les tribunaux. Et devant les tribunaux. Et parfois devant les tribunaux, mais en tout cas avec une pression extrêmement forte. Il faut, à un moment, il faut assumer d'avoir notre transcendance. Il faut assumer d'être laïque, de faire une proposition. C'est pas aux adolescents pardon, je vais peut-être choquer, mais c'est pas aux adolescents de décider. Mais c'est fou en plus, c'est leur mettre sur les épaules une responsabilité qui doit être celle des adultes. En fait, on passe notre temps à se défausser de nos responsabilités, mais c'est pareil sur le plan écologique. On les responsabilise. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des citoyens, mais ce n'est pas des gamins de 14 ans. Enfin, moi, je me rappelle, quand j'avais cet âge-là, je ne pensais qu'aux filles. Et c'était bien assez comme ça. Ou à mes études. On leur met beaucoup, je trouve qu'on vous met beaucoup sur les épaules. Vous avez bien le temps de devenir adulte et d'avoir toutes ces responsabilités-là. Il y a un temps de l'insouciance aussi. C'est pas dans Ézéchiel ça, mais c'est pas l'insouciance dans l'ensemble. Mais enfin, moi je plaide pour l'insouciance des jeunes, qu'on vous laisse vivre aussi un peu. Donc c'est aux adultes de prendre leurs responsabilités aussi et d'accepter d'avoir une proposition qui en réalité, il faut dire les choses, est une proposition idéologique. C'est celle de la raison. Voilà. C'est ce qu'on a choisi, c'est ce que ce pays a choisi, c'est faire la proposition de la raison. Il faut l'assumer. Je pense qu'aujourd'hui, les profs ne sont plus, dans certains lieux, en capacité de transmettre cela. Parce qu'eux, ils restent. Et c'est dangereux. Et c'est compliqué. Et je me demande si la solution ne serait pas qu'il y ait un corps extérieur pour aller prêcher cette bonne parole de la raison. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Dans certains lieux, c'est quasi devenu impossible. C'est impossible. Avant de donner la parole à Gilles Denis, vous avez employé un mot intéressant, vous dites prêcher. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il faut imposer le dogme de la raison et non pas ouvrir à la tolérance. Non mais c'est pas un dogme la raison, c'est une proposition, mais pardon. Il y a un moment, il faut assumer, il faut bien être quelque chose. Sinon, en fait, on fait quoi? On est quoi? On s'intègre à quoi? Qu'est-ce qui nous réunit? Il y a bien quelque chose, sinon on ne fait plus de pays, sinon effectivement c'est tous contre tous, c'est du séparatisme partout, de toutes les communautés, de toutes les chapelles, de tous les dogmes. Il y a quelque chose qui doit nous réunir. Oui, la laïcité, c'est un principe, mais c'est une idée, c'est une proposition. Il y a des pays qui sont tout à fait démocratiques, qui ne sont pas laïques. Il y a des États de droit qui ne sont pas laïques. Enfin, on est même d'ailleurs à peu près les seuls au monde. Parce qu'il y avait, historiquement, il y a 3 pays laïques. Il y a la laïcité comme on l'entend. Il y a la France, la Suisse et la Turquie. Il y en a un de moins aujourd'hui, je vous laisse deviner lequel. Mais ceci dit, c'est intéressant quand même, parce que même dans la Turquie d'Erdogan, il y a eu un sondage récent, il reste un attachement viscéral à la laïcité. Et nous, il y a un discrédit de la laïcité, c'est très critiqué chez nous, on a oublié ce que c'était. Mais il y a des parties du monde qui nous envient. Et j'attire votre attention sur le fait qu'à Raqqa, en Syrie,
l'ancienne capitale de Daesh, un maire a été élu, plutôt une mairesse kurde, qui a fait de son programme un programme laïque, qui a fait campagne sur la laïcité, parce que eux, ils savent que c'est la solution pour vivre ensemble. Ils n'ont pas oublié. Nous, on l'a un peu oublié, mais pas eux. Et hier, je donnais une conférence à un syndicat de proviseurs de lycée, et l'un d'eux me disait, mais effectivement, les jeunes Syriens ou Irakiens qu'on accueille, ils sont très 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 contents de trouver ce principe-là, parce qu'ils en sortent des guerres de religion, et ils sont très satisfaits qu'on les laisse tranquilles avec ça. Non, je voulais simplement dire que le combat n'est pas que judiciaire, vous en doutez, c'est aussi un combat public, dans le débat public, d'intervenir dans le débat public, de ne pas avoir peur d'intervenir dans le débat public, et de s'organiser éventuellement. C'est ce que nous avons fait avec Vigilance Université. Nous avons fait reculer dans différentes universités des attaques, des agressions. Il y a eu la Sorbonne, où une pièce de théâtre était traitée de raciste, qu'elle n'était pas, parce qu'on accusait la pièce de théâtre de faire jouer des acteurs avec des masques noirs. Donc, il y a eu l'affaire de Aix-Marseille, où une prof de droit était considérée comme islamophobe parce qu'elle rigolait sur le droit traditionnel musulman et le droit traditionnel juif. Il y a eu l'affaire de Grenoble, où quelqu'un a été accusé, un enseignant a été accusé d'islamophobe tout simplement parce qu'il critiquait le concept d'islamophobie. Il y a eu un cas ici à Lille, des collègues ont été attaqués comme islamophobes dans la presse, et nous avons réagi. Nous avons réagi en faisant des tribunes, nous avons réagi dans la presse, nous avons réagi dans les universités, et pour nos collègues, c'était extrêmement important, parce que certains d'entre eux étaient en dépression à cause de ça. Et donc, en entrant dans le débat public, en réagissant contre ces accusations de racisme, il y a eu aussi à l'université de Bourgogne quelqu'un a été agressé, attaqué et même censuré pour soi-disant sexisme, tout simplement parce qu'il était contre l'écriture inclusive. Il a quand même le droit de l'être. Eh bien, nous sommes intervenus à chaque fois là-dessus, et nous avons fait reculer ce monsieur, la censure a été supprimée, etc. etc. Et nos collègues ne sont plus isolés. Je pense que vous pouvez, en tant qu'étudiant, vous organiser aussi. Alors, de cette manière-là. Ça c'est vraiment essentiel, et vraiment, si je veux vous dire une chose, c'est que vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord avec moi, peu importe. C'est pas ça qui est important. Vous êtes là. Si vous êtes là, c'est que vous vous êtes dit, tiens, j'ai envie d'aller écouter ce type-là. Après, vous en pensez ce que vous voulez, mais vous écoutez, on dialogue, on se pose des questions. Mais à côté de vous, il y a une infime minorité de gens qui sont beaucoup plus structurés que vous, effectivement, qui ont des voix qui portent plus fort, qui ont l'habitude de hurler, mais ils sont une minorité. Mais eux, ils ne veulent pas vous laisser écouter. Et ils ne veulent pas qu'on écoute. Et ils ne veulent pas débattre. Et ils ne veulent pas dialoguer. C'est comme ça depuis la nuit des temps, sous toutes les latitudes. Mais vous êtes la majorité. Ne vous laissez jamais confisquer la parole par ceux qui hurlent plus fort que vous. Vous êtes beaucoup plus fort. Simplement, eux sont un peu plus organisés, mais organisez-vous. Ne les laissez jamais vous empêcher d'écouter qui que ce soit et vous empêcher de parler. Vous me demandiez ce que vous pouviez faire, mais en fait, c'est ça, quoi. Faut oser parler. Il suffit de dire non, en fait. Il suffit de dire non. Vous risquez rien. L'État vous protège. Vous avez la chance d'être dans un pays qui protège la liberté de débattre et la liberté d'expression. La seule chose que vous avez à faire, c'est de vous lever et dire non quand quelqu'un ne veut pas laisser s'exprimer un tel ou un tel. Et peu importe, encore une fois, nos désaccords et notre dialectique et nos échanges et ce qui peut nous séparer, c'est pas grave ça. Ce qui est beaucoup plus important que la justesse d'une idée, c'est la possibilité de l'exprimer. Nous essayons en ce moment de mettre sur place la Vigilance Université étudiante, si ça vous intéresse. Mais, Maître, alors comment est-ce qu'on parle de liberté? En fait, c'est le phénomène de la terreur intellectuelle. Voilà. Et il est très présent aujourd'hui, et il m'inquiète. Et je le vois effectivement, en particulier, progresser dans le monde syndical.
Ah oui. Alors, Maître, vous insistez sur... on est parti, on a beaucoup débattu par rapport à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, mais il me semble que la Déclaration des droits de l'homme réprime tout de même l'abus de liberté. Donc, où mettez-vous la limite aussi entre... Pour vous, peut-il y avoir donc un abus dans la liberté de s'exprimer? Et où placez-vous l'abus s'il y en a un? Ben, moi, je suis légaliste, hein, c'est la loi. Hein. Ah, pardon. Je dis que c'est légaliste, donc c'est la loi. Encore une fois, on peut ne pas être d'accord, dans ce cas-là, on vote pour des partis qui veulent réformer la loi, mais c'est la loi qui fixe là où sont les abus avec le contrôle de la jurisprudence européenne. Et en la matière, la loi, enfin la jurisprudence est très très empreinte de celle de la Cour européenne des droits de l'homme, et il y a de nombreuses évolutions qui ont été faites en matière de liberté d'expression sous l'impulsion de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc les limites, mais ceci étant dit, même aux États-Unis, en réalité il y en a, les limites elles sont simples, hein. La diffamation, l'injure, l'atteinte à la présomption d'innocence, la vie privée, le respect de la vie privée. On est probablement le pays qui protège le plus la vie privée, et puis les délits dont on a parlé, l'incitation à la haine et le négationnisme. Après, est-ce que c'est légitime ou pas, ces abus? Mais ça évolue en fonction aussi de la société, ça bouge, c'est la jurisprudence. Mais voilà, les abus, ils sont définis par la loi. Alors, permettez-moi d'introduire avec vous un instant. Vite. C'est la volonté générale, c'est la loi. Donc, si en la matière, la volonté générale change, et qu'il y ait une majorité démocratique pour justement limiter la liberté d'expression en ces matières, êtes-vous toujours légaliste comme avocat? Alors il faudrait changer la Constitution. Il faudrait changer la Constitution quand même. C'est le but de changer la Constitution. Et sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. Certains le proposent. Hein. Voilà. Donc à ce moment-là, oui, que fait Maître Malka? Je milite, je deviens politique. Je fonde un parti politique. Mais oui, alors après, effectivement, une démocratie, j'ai écrit un roman là-dessus, une dystopie, qui s'appelle Tyrannie, c'est pas pour faire vendre, mais effectivement, je me suis intéressé à cette question-là. C'est pour vous en faire parler. Voilà. Mais effectivement, les peuples peuvent élire à un moment des dictateurs. Il y a un exemple malheureusement célèbre. Ça peut exister. C'est toujours la tentation de l'esclavage, en fait. Donc oui, il se peut. Et c'est vrai qu'il y a une tentation aujourd'hui dans le monde à ce qu'on appelle les démocraties illibérales. Et on en a un exemple en France de quelqu'un qui dit bon, maintenant je suis un dur, je vais restaurer l'autorité, l'ordre, et puis je vais supprimer des libertés. Et on voit que son discours séduit, qu'il séduit beaucoup. Mais parce que pourquoi? Parce qu'il faut bien avoir ça en tête. On peut très bien vivre sans liberté. L'être humain, il n'a pas besoin de liberté pour vivre. Les sciences cognitives nous le disent. En fait, ce qu'on veut dans notre cerveau reptilien, on veut manger tous les jours. Parce que ça, sinon, on meurt. On veut se reproduire. C'est une règle de l'espèce. C'est comme ça qu'on est créé. Et puis, on veut être en sécurité. Quand on sort de chez soi, on ne veut pas se faire trucider. Quand on sort de sa grotte, on veut pouvoir vivre. La liberté, ça vient après. Ça vient quand on a déjà tout ça. Mais si vous n'avez plus tout ça, si vous avez peur pour votre liberté, peur de ne pas manger, mais vous l'abandonnez en 2 secondes, la liberté. Parce que si vous êtes mort, ça ne sert pas à grand-chose d'être libre. On a bien vu il y a 2 ans qu'en 24 heures, 66 millions de Français ont accepté de renoncer à la plus grande des libertés, la liberté de déplacement, de mouvement, parce que c'était la crise sanitaire, et c'était légitime, parce que d'abord on veut vivre, avant d'être libre. Donc la liberté, c'est pas un besoin primaire, c'est un besoin secondaire. Si on ne parle pas aux peurs, alors les gens vont se dire, en fait, moi je veux bien renoncer aux libertés, tant pis pour la liberté d'expression, tant pis pour les caricatures et tout ça, je veux d'abord être en sécurité, pouvoir me reproduire et pouvoir manger. Ensuite, ça vient après. Donc, c'est jamais acquis. Hein. Pour répondre,
ce n'est jamais acquis. Ça peut se passer. Donc, ça peut exister. Donc la liberté à la française, c'est finalement la limite, c'est le refus de renoncer à sa propre liberté. C'est finalement cela, vous nous dites. Oui, mais c'est un choix difficile. Et puis c'est un choix qu'on ne peut pas faire. Mais ça, c'est une dialectique interne. Ça a un coût, la liberté. Alors après, il y a des individus pour qui c'est plus important que d'autres. Il y a des individus pour qui c'est de leur essence. Mais c'est pas comme ça pour tout le monde. Et c'est un dialogue interne qu'on a en permanence. Être libre, c'est aussi un chemin parfois solitaire. C'est aussi un chemin de solitude. C'est un chemin où c'est difficile de ne pas croire, en fait. C'est plus simple de croire. Parfois, moi, j'aimerais bien croire en Dieu. Je trouve que c'est pas le cas. Mais lisez Pascal. Oui, mais moi, oui, il fait je fais pas le même pari que lui, moi non plus. Mais en fait, je fais le pari inverse. Alors, commencez pas, autant croire qu'il n'existe pas, comme ça on fait ce qu'on veut. D'autres questions dans la salle? Ah, là-bas, mesdemoiselles. Mais d'ailleurs, non mais Pascal, en fait, c'est une trop triste histoire. Mais non, mais parce que à partir du, en fait, il ne croit pas, Pascal. À partir du moment où vous dites qu'il faut faire un pari, c'est que vous ne croyez pas en réalité. Il y a d'abord là-haut et puis ensuite. C'est Madame Bennett qui tient bien les comptes. Bonsoir, merci pour votre intervention. Il y a des gens. Vous avez pas mal mis la liberté d'expression en perspective avec la laïcité, c'est un peu le principe, je pense. Mais je voudrais retourner aussi cette chose-là et dire que je pense que la liberté de religion, elle va aussi de pair avec la liberté d'expression, dans le sens où même les gens qui ont des cultes et qui ont une religion, ils ont aussi envie d'exprimer parfois leur religion. Et donc, est-ce que vous ne pensez pas que voilà, à ce moment-là, pas seulement confronter ces deux libertés, mais aussi les faire aller ensemble, et notamment tous les débats qu'on peut voir justement dans l'espace public par rapport à la manifestation des signes religieux, sachant que le prosélytisme, c'est aussi une forme finalement de restriction de la liberté d'expression envers les personnes qui ont un culte. Bien sûr. La loi, personne. Il n'y a pas. Là, je vais parler ensuite des signes, mais en termes d'expression, il n'y a aucune menace contre la liberté d'expression des religieux ou des croyants. Enfin, moi, j'en vois aucune. S'agissant des signes distinctifs et du voile, moi, je suis un farouche combattant. Je considère que le voile est un instrument totalement antiféministe. Et je désapprouve à titre personnel que des femmes portent le voile. Parce que pour moi, on ne peut pas être féministe et accepter que des femmes se voilent. J'arrive pas à comprendre. Mais néanmoins, je suis un farouche combattant, comme je vous le disais, de la liberté de porter le voile dans la rue. C'est pas possible. Parce que là c'est le combattant des libertés qui ne serait pas cohérent avec moi-même. On ne peut pas dire aux gens comment s'habiller. Puis ça n'a pas de sens, parce que de toute façon, après, ça ne serait pas un voile, ce serait un bonnet, ou on contourne toujours. C'est impossible, en fait. Et puis comment on fait? C'est pas pratiquement, en termes pragmatiques, c'est impossible. Par ailleurs, ça heurterait mon sens des libertés. Donc, moi, je ne suis pas du tout pour dire qu'il faut interdire le voile dans la rue. Pas du tout. Par contre, et c'est pas sous un angle religieux qu'on l'a pris, la burqa, c'est-à-dire le fait d'avoir le visage caché, là, on comprend bien qu'il y a un impératif de sécurité. Et c'est au nom de cette sécurité qu'on a... Pardon ? Qu'on a interdit d'être totalement recouvert. Mais sur le voile, et par ailleurs, je ne suis pas non plus, et là je suis parfois en opposition avec les amis laïcs, mais je pense qu'on ne peut pas, au nom des libertés précisément, interdire le port du voile à l'université s'agissant de majeurs. Là, oui, il faut conjuguer ça en fait. Mais par contre, s'agissant des services publics
et des mineurs, là, évidemment, totalement en accord, et j'ai été l'avocat de la crèche de Guilou, y compris dans le monde du travail, là, il y a des conjugaisons, et la conjugaison, elle doit se faire en faveur de la neutralité religieuse, parce que sinon, là, on n'est plus dans un régime laïque. Mais sur la voie publique, et quand on est majeur, je ne vois pas comment on pourrait l'interdire. Donc, voilà, les religions, je crois, elles ont une assez grande... elles s'expriment bien. Bonjour maître. Je voudrais revenir sur l'affaire Mila que vous avez évoquée tout à l'heure, et je crois que vous avez mis exactement le doigt sur cette confrontation intérieure que j'ai eue en moi quand l'affaire est sortie. La confrontation que j'ai eue en tant que juriste, apprenti juriste, sur le fait que, évidemment, on ne peut pas menacer de mort quelqu'un qui critique l'islam, et la frontière, comme vous l'avez évoqué, avec le racisme. Est-ce que dire que l'islam, c'est la merde, c'est raciste, etc. Et moi, je m'interroge sur la récupération qui est faite par ce procès, parce que ce procès, il a été érigé en symbole de la liberté d'expression. Et quand on voit Éric Zemmour, Marine Le Pen, qui, je ne pense pas, sont des fervents défendeurs de la liberté d'expression, reprendre ce procès-là en l'érigeant comme le symbole, est-ce que justement, eux, c'est pas leur racisme en fait qui crache en érigeant ce procès? Mais il y a toujours des récupérations en fait. En fait, on n'est pas responsable des récupérations qui sont faites. Comment vous voulez faire? Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe depuis maintenant dans toutes ces affaires-là depuis toujours, c'est que la gauche elle dit rien. Alors comme la gauche dit rien, eh ben, l'extrême droite s'en empare, et puis après on nous dit ah ben il y a une récupération donc il ne faut rien faire. Où est-ce que ça nous mène cette histoire? Parce que ça fait quand même ça fait à peu près 40 ans que ça dure. Hein. C'est-à-dire que vous aviez d'abord Jean-Marie Le Pen qui a récupéré le thème de la sécurité, la gauche a dit ouf, on n'en parle plus. Puis après, le thème de l'immigration, la gauche dit on n'en parle plus. Et puis après, le thème de la laïcité, ah bah puisque le Front National l'a récupéré, on n'en parle plus. Ça donne quoi? Ou est-ce que ça a diminué le score de l'extrême droite? Pas l'impression. Regardez où en est la gauche. En fait, ça fait ça. À un moment, quand on dit plus rien sur rien, bon, bah, c'est pas très séduisant. Il devrait y avoir la place à un discours de gauche sur toutes ces questions-là, parce que si on ne les traite pas, les autres, eux, ils vont les traiter, ils vont s'en emparer, et la gauche disparaît. Que la gauche soit à 27%, c'est vertigineux si on y pense. Que l'extrême droite soit à ce niveau-là, voilà ce que ça fait d'abandonner le débat et de cette culpabilisation sur la récupération. Oui, il y a des récupérations, c'est vrai, mais où est la gauche? Merci. Eric Pourchak, je suis directeur de la publication d'un journal qui a été saisi 3 fois par l'autorité judiciaire et une fois par la Voix du Nord. Et en vertu de la violation de l'article 9 de la... Comment dire? Donc on a fait violation de la présomption d'innocence 2 fois, ça s'appelle le grand standard. Et je voulais dire, la plus grande de nos libertés, c'est celle qui nous libère de nos peurs. C'est Aristote qui dit ça. Et puis, il y a un système très bien pour lequel, enfin, je pense que notre pays est versé dans la laïcité, c'est la loi des 3 états d'Auguste Comte. Je pense qu'on n'est plus dans un état religieux, métaphysique, mais dans un état positif, voilà. Est-ce que vous avez une question? Je ne pose pas de question. Je déplore, parce qu'il y a deux stades. Il y a la liberté d'expression d'une part, mais il y a le droit du droit qui est celui d'informer. Oui. Et là, on n'en a pas parlé. Bah, c'est assez lié. C'est pas la liberté d'expression est plus large, enfin ça comprend le droit d'informer. Mais oui, vous avez raison, il faut parler aux peurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut parler aux peurs. En fait, on est vraiment libre que quand on s'est débarrassé de ses peurs. Et ça, c'est un combat éternel. Oui, je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire à propos du voile dans l'espace public. Quand vous parlez du voile dans l'espace public tel que vous venez de le faire, vous le considérez comme un élément religieux.
Or, les musulmans, et ça vient de moi d'ailleurs, le considèrent comme un instrument politique. C'est un instrument politique de marquage de la société française, de la visibilisation d'un projet théocratique et qui utilise les femmes à ce dessein. C'est pour ça que moi, je préfère plutôt à Bourguiba, lequel a interdit le voile carrément, en Tunisie. Oui, mais on n'est pas en Tunisie. Oui, ce qui est intéressant en Tunisie pourrait l'être ici. Alors, là vous avez raison, c'est que voilà, il y a des discussions théologiques sans fin hein, sur cette question, mais c'est pas du tout clair que le port du voile soit prévu dans le Coran. J'ai beaucoup travaillé cette question, j'ai eu un procès là-dessus. Il n'y a aucun verset qui dit que les femmes doivent porter le voile. En réalité, le verset le plus clair sur la question, c'est en fait le voile. On a l'impression que c'est un voilage qui sépare dans une tente les hommes des femmes. C'est pas le voile qui est porté. Donc c'est pas et effectivement dans de très nombreux pays, enfin on a tous ces scènes en tête en Égypte. Quand on pose la question à Nasser sur le voile, il explose de rire parce que ça n'existe pas en fait en Égypte. Et moi j'ai connu aussi bien la Tunisie que le Maroc, où il y a 30 ans, c'était vraiment, on n'en voyait vraiment pas beaucoup, voire pas du tout en Tunisie. Et en Turquie, c'était pareil. Donc oui, et clairement aujourd'hui, c'est identitaire et politique plus que religieux. En tout cas, c'est une religion qu'on a transformée en identité, ce qui est toujours très dangereux, quelle que soit la religion. C'est aussi parce qu'on n'a pas proposé une autre transcendance. On en revient toujours à la même chose. Si on n'en propose pas, et pour moi c'est la raison et la laïcité, les principes républicains et les valeurs républicaines, il y a le risque que ça tombe, qu'on en choisisse une autre, parce qu'il en faut une. Mais c'est politique, oui. Mais c'est pas parce que c'est politique, vous avez aussi le droit d'exprimer dans la rue vos opinions politiques. On ne peut pas dire à quelqu'un comment s'habiller, c'est pas possible. Alors ça serait de toute façon, à mon avis, totalement inconstitutionnel, là aussi totalement contraire au principe de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est une atteinte aux libertés. Si quelqu'un s'habille avec un voile, vous pouvez le désapprouver, vous pouvez dire, moi, moralement, ça me choque parce que c'est un symbole de régression, c'est un symbole antiféministe, ça veut dire que les hommes sont tous des bêtes et les femmes, il faut les cacher. Ok, mais j'ai pas à dire à l'autre comment il doit faire, comment il doit s'habiller dans la rue. C'est ce que je considère. Et vos propos sont extrêmement cohérents, parce que c'est justement la Révolution française qui libère aussi le corps, en ce sens que pour la première fois, toutes les lois somptuaires sont abrogées et on peut s'habiller comme on veut. Donc là, votre propos est d'une cohérence totale par rapport à ces valeurs de la laïcité. Et je dirais que finalement, donc, la seule chose, c'est que le droit ne nous dit pas comment nous habiller, il nous dit qu'il faut nous habiller. Voilà. Alors, y aurait-il, puisque le temps... Voilà. Le temps file, y aurait-il une dernière question avant que certains veulent peut-être utiliser les dernières minutes après pour venir faire signer leur livre ou autre à Maître Malka, qui est aussi un auteur reconnu. Bonsoir. Encore merci pour votre intervention. Simplement, avant de poser la question, on me demandait ce qu'on peut faire. Et moi, je fais notre organisation qui s'appelle Coexister. En fait, on intervient en temps donné dans des collèges et des lycées pour parler de laïcité et de ce sujet-là. Donc, on a l'impression en fait, de voir que ces sujets ne sont pas assez discutés et du coup, on apprend pas mal de choses avec ces élèves. Mais moi, ma question, c'est par rapport à la burqa. En fait, actuellement, une personne qui porte un voile et un masque, ça se rapproche plus ou moins de ça. Et du coup, il y a des théories comme quoi, après que le masque ne soit plus obligatoire, ça serait compliqué de justifier par le motif sécuritaire le fait de l'interdire. Est-ce que vous avez un avis sur cette question? Oui, j'y avais pas pensé. Je vois pas trop comment on interdit le port du masque après l'avoir rendu obligatoire.
ceci dit, vous avez raison, parce que voile plus masque, oui, ça fait burqa. Ouais. Et ben c'est un cas intéressant. C'est voile intégral, ce n'est pas burqa. La burqa, c'est avec le grillage aussi, donc on n'est pas... Voilà. Mais effectivement, ce que vous posez là comme question est très intéressant, parce que là aussi on interroge le droit. Parce qu'une femme qui va agir de cette manière, finalement, si on lui interdit, on entre dans un délit d'intention. Et le droit déteste le délit d'intention, et les partisans de la liberté détestent d'habitude, je vois que Maître Malka, d'accord, le délit d'intention. On ne peut pas prêter à l'autre une idée qu'on veut interdire. Oui, ça devient très... Parce qu'effectivement, ça voudrait dire, le procès serait de lui dire, en fait, vous portez le masque parce que vous êtes de telle religion, et c'est un substitut à... Mais peut-être qu'elle porte le masque simplement parce qu'elle a peur des virus. Donc, je ne vois pas comment on fait, là. Mais non, non. Je crois que nous allons... Une toute dernière question là-haut, et nous arrêtons ensuite. Bonsoir maître, j'ai une question assez générale. Je voulais savoir, est-ce que nous faisons face à un délitement progressif de la liberté d'expression? Alors, pourquoi cette question je la pose parce qu'en fait, on fait face à une tension géopolitique entre l'Ukraine et la Russie. On a aussi l'ascension fulgurante de l'extrême droite en France. Et du coup, je voulais avoir votre avis là-dessus, peut-être. Merci. C'est tout ce dont on vient de parler. Oui, je pense que la liberté d'expression a moins la cote dans certains milieux. Et bizarrement, dans les milieux parfois les plus éduqués, les plus bobos. Il y a... Oui, clairement, c'est l'idéologie woke, c'est la cancel culture, c'est cette idéologie du respect, de l'absence d'offense. C'est un vrai sujet. Se dire qu'il y a un auteur anglais extrêmement connu et talentueux et qui a été lui aussi de tous les combats de gauche, qui a dû renoncer à écrire un roman parce que lui était blanc et qu'il écrivait le roman d'une petite fille noire, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Dans quelle case on nous met? C'est-à-dire qu'on nous segmente. On n'est plus égaux en conditions humaines. Les blancs doivent parler des blancs, les noirs doivent parler des noirs, c'est ça le racisme. C'est nous diviser, c'est nous séparer. Mais on enrobe ça de théories qui relèvent du charabia, et on vous dit que c'est ça le progrès. Et quand vous dites que c'est pas vrai, on vous dit que vous êtes un fasciste, effectivement. Eh bien, il faut se battre, parce qu'on est quand même encore infiniment plus nombreux à penser le contraire. Sur ces derniers mots, qui sont des très bonnes conclusions, Maître, vous avez montré que finalement ce que vous défendez, vous êtes comme le berbère Terence, auteur romain. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Ce que vous défendez, c'est finalement l'universalité de l'humanité. Absolument. Voilà. Nous vous remercions.